Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire Performance projet et épanouissement humain en environnement perturbé, organisé par la branche PMI Nord de France. Afin d'assurer une continuité malgré la crise Covid-19, le PMI France vous offre des webinaires organisés par les branches ou pôles où tous nos membres sont invités. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Pour ce webinaire, il y a 1075 inscrits. Nous souhaitons, avant de démarrer et passer la parole à nos conférenciers Olivier Soudieu et Jean-Luc Christin, remercier très chaleureusement l'équipe de Luc André qui est aux manettes techniques de ce webinaire. Vos micros sont coupés durant tout le webinaire. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section questions de l'outil. Nous aurons une présentation d'environ 30 minutes pour découvrir le framework, suivie d'une session de réponse aux questions par Jean-Luc et Olivier. Les questions ne sont pas visibles des autres participants. Je reprendrai donc les principales questions à l'oral. Maintenant, je laisse nos conférenciers se présenter et démarrer la présentation. Encore un grand merci à vous, Olivier et Jean-Luc, de nous offrir ce webinaire. C'est à vous. Bonsoir à tous. Comment transformer les environnements de travail pour qu'ils favorisent la motivation, l'innovation, pour qu'ils soient autocorrectifs, qu'ils soient ajustés à des gens qui ont expérimenté l'autonomie pendant le Covid-19, pour qu'ils préservent des burn-out, le tout sachant que vous n'avez pas le temps de vous en occuper parce que vous avez autre chose à faire et que ça s'impose à vous. J'ai 30 minutes pour vous présenter la gouvernance cellulaire. Elle mourra, la gouvernance cellulaire, le jour où nous n'en aurons plus besoin pour laisser chacun engager ce qui lui paraît utile pour la structure, pour se demander mutuellement ce dont on a besoin, pour traverser les conflits de manière bénéfique et pour actualiser une raison d'être ajustée et suffisamment motivante. Alors, qui sommes-nous? Olivier? Alors moi, j'ai une double vie et il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet chez Capgemini. À côté de ça, j'avais une passion pour les activités de montagne qui m'a conduit de Paris à Grenoble. Et aujourd'hui, à partager mon temps entre des expéditions en environnement particulièrement incertain et extrême et accélérer la transformation des organisations pour faire des lieux qui soient à la fois efficients, qui soient humanistes et qui s'adaptent en temps réel à l'environnement changeant. À travers la gouvernance cellulaire, entre autres choses. Et Jean-Luc Christin, je suis motivé par l'entente au travail depuis des années. J'ai monté une structure qui accompagne dans cette direction-là il y a plus de 10 ans. J'ai été RH dans un grand groupe, ingénieur en production. J'ai été champion du monde en canoë. Et ce qui me tire en avant, c'est l'efficacité humaniste. C'est comment est-ce qu'on fait pour être à la fois efficace et prendre soin de nous entre humains. Olivier? Ah oui, en fait, j'attendais le slide vient d'arriver. Et en fait, un des liens entre le monde des expéditions et celui de l'entreprise et celui de la gestion de projet en particulier, c'est que l'environnement hier, il était rarement simple et en général compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il est souvent compliqué, enfin parfois compliqué plutôt, et souvent complexe. Et donc, de ce point de vue-là, il a fusionné, et on l'a encore vu avec la crise de Covid, il a fusionné avec celui des expéditions. Et pour avoir expérimenté sur le terrain comment la gouvernance cellulaire a amené des vraies réponses à la fois opérationnelles et aux enjeux humains, ça me semble particulièrement adapté de partager ça dans le monde de l'entreprise et en particulier sur de la gestion de projet. Et puis, comme j'étais 12 ans chef de projet chez Capgemini, j'ai aussi une petite vision de ce que ça peut vouloir dire dans l'entreprise. Et donc, dans les questions-réponses, je me ferai un plaisir de faire des ponts et des liens là où c'est nécessaire. Alors avec Jean-Luc, on ne comprend pas toujours, c'est pas très grave, hein. C'est pas le but. Il y a beaucoup d'innovations dans ce que je vais vous présenter, beaucoup de nouveaux concepts. Ils sont très simples, mais ils sont nombreux. Donc ça pourrait vous mobiliser à 100% dans le cerveau, et ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez une impression globale, et puis que vous repériez un petit truc, une pépite que vous pourriez essayer rapidement dans votre collectif. Si vous arrivez à récupérer une pépite, c'est gagné, à double sens, hein. D'abord, c'est gagné pour vous, vous avez vu la conf et vous repartez avec un cookie, ça c'est chouette. Et en plus, vous avez compris comment fonctionne la démarche gouvernance cellulaire. On part d'une pépite, on l'essaye et après on voit si on a besoin d'aller plus loin ou pas. On va à la rencontre de Madame Hop. Alors, qui est Madame Hop? C'est la manager, la chef de projet absolument idéale, parfaite, connue dans le monde entier. Son parcours pro, c'est qu'elle a
vécu dans toutes sortes d'entreprises, de cultures, d'environnements, de pays, de continents. Elle a vécu des modèles pyramidaux, des modèles de gouvernance partagée avant d'arriver. Et elle est reconnue comme une personne absolument exceptionnelle, capable de tout résoudre. Pourquoi est-ce qu'on l'a embauchée? Parce que l'entreprise fait face à des grands défis au niveau de l'organisation et au niveau des personnes. Donc l'entreprise a besoin de quelque chose d'absolument efficient au niveau opérationnel, c'est-à-dire une capacité à résorber des écarts, des problèmes, des tensions de façon fluide et en temps réel, faire que tout le monde soit aligné et nourri par une vraie raison d'être partagée, et faire que humainement l'entreprise soit bénéfique en parallèle, c'est-à-dire apte à gérer le relationnel, l'émotionnel, à préserver la santé des gens, à entretenir le lien humain et le sentiment d'appartenance dans des équipes qui sont pourtant éclatées dans le monde entier et à distance. Le tout, évidemment, dans un environnement complexe, instable, hyper concurrentiel. Bref, on a bien besoin d'elle. Alors, on va aller s'intéresser un petit peu à la façon dont elle traite les choses sans se noyer, parce que c'est vraiment sa caractéristique. Elle est reconnue comme quelqu'un qui traite tout sans se noyer, et on va voir comment elle se meut avec fluidité dans un système vivant. Donc, pour elle, le monde de l'entreprise, ça doit être un monde ultra performant d'un point de vue opérationnel, ultra humain, plein de sens. Donc déjà, on se dit, waouh, elle fait pas beaucoup de concessions, mais elle va plus loin. C'est que dans son monde, ça doit être ultra adaptable. C'est-à-dire que toute l'organisation doit être capable de s'adapter en temps réel, de manière fluide, naturelle, à tous les changements et à tous les imprévus. Quand on dit naturel, ça veut dire sans le pousser, juste parce que c'est construit comme ça, ça fonctionne tout seul. Alors, quelle est sa première action quand elle arrive dans une structure? C'est d'écouter. Donc, elle déjeune avec les gens, elle participe, elle prend des cafés. Et du coup, évidemment, comme elle est connue comme celle qui résout tout, elle reçoit énormément d'attentes, énormément de plaintes, énormément de motivation, d'envie. Et il se trouve qu'elle a une technique ultra simple de questionnement sur laquelle nous reviendrons. Et elle range les choses très méthodiquement dans sa tête. C'est un peu organisé comme ça. Elle commence par écouter comment c'est structuré dans cette entreprise. Alors, elle commence par ça pour une raison toute simple. C'est que c'est comme ça que les gens commencent à parler d'eux. Ils disent, bah voilà, moi j'ai tel rôle, je fais ça dans l'entreprise. Et donc, elle écoute. Et dans sa manière d'écouter, elle essaye de voir si c'est efficace, si ça marche. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'exigence? Est-ce que quand une décision a été prise et qu'elle n'est pas appliquée, il se passe quelque chose? Est-ce que quand quelqu'un ne tient pas son rôle, il se passe quelque chose ou pas? Dans sa représentation de l'entreprise, c'est normal que des décisions ne soient pas appliquées. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne se passe rien. Alors, elle ne fait pas que ça, parce qu'elle sait bien qu'il ne suffit pas de structurer les choses hyper bien pour que les choses fonctionnent. Elle regarde, sinon avec une bonne greffe du zèle, on peut démontrer que vraiment ça ne marche pas. Elle regarde aussi quelle est la capacité d'initiative. Est-ce que dans cette entreprise, les gens sont capables de prendre des décisions ou est-ce qu'ils sont bloqués par leur peur et surtout, ils appliquent les procédures de manière mécanique pour qu'on ne puisse rien leur reprocher? Donc, à quel point est-ce qu'ils sont pilotés par leur peur et ils sont bloqués? À quel point ils sont pilotés par la sérénité et qu'ils sont dans de l'autonomie? Alors, quand on a regardé ça dans une entreprise, on a déjà vu beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, elle va sentir autre chose, elle va sentir l'atmosphère. Donc, l'atmosphère de l'équipe, en fait, en pratique, c'est la première chose qu'elle sent. Elle sent si c'est enthousiasmant et joyeux ou si c'est pesant et lourd et si c'est étouffant. Elle appelle ça l'égrégore. Alors, l'égrégore, c'est un joli mot qui veut dire l'agrégation, le cumul de toutes les énergies des personnes qui sont unies dans un but commun. Et en fait, elle considère que c'est nourri par plusieurs choses. C'est nourri par la relation. Donc, dans la relation, on va avoir, est-ce qu'on se dit les choses ou est-ce qu'on est dans des non-dits et qu'on garde des non-dits? Et puis, on va avoir la convivialité. Est-ce que ça rigole? Est-ce que ça plaisante? Est-ce que de temps en temps, ça va boire un coup ou absolument jamais et que c'est toujours dans un environnement hyper sérieux? Elle va regarder aussi les choses au niveau du sens pour essayer de percevoir si les gens, dans ceux qui sont en train de réaliser dans l'équipe, dans le projet, dans l'entreprise, ça leur permet de réaliser leurs valeurs profondes à eux, chacun individuellement. Est-ce qu'ils sentent ça ou est-ce que au niveau du sens, il y a quelque chose qui n'est pas très clair? Est-ce qu'ils ont confiance dans ce qu'on est en train de faire ou pas? Et elle sent l'énergie, elle sent l'ouverture qui est à ce niveau-là. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir une pépite avec cet outil de diagnostic de l'efficacité humaniste et de vous dire, bah, tiens, nous, dans notre équipe, à quel endroit est-ce qu'on aurait le plus à gagner? C'est vraiment la façon de se servir de cette mécanique. Alors, ces constats, quand elle écoute les gens, c'est qu'elle récupère 1000 problèmes à la fois.
des problèmes opérationnels, des problèmes, des cadavres relationnels, des pertes de sens. Et puis en sourdine, ce qui est passé comme message, c'est mais comment on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Et pour elle, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'entendre cette avalanche de difficultés parce qu'elle a des routines de questionnement qui sont simples et qui la guident. Sa façon de considérer l'entreprise, c'est que les gens ont un métier, ils travaillent. Donc, ils font leur job et naturellement, à un moment donné, il y a un truc qui apparaît qu'elle appelle des tensions. Donc, une tension, c'est soit une motivation, j'ai envie de quelque chose, c'est une tension vers quelque chose, soit un caillou dans la chaussure, je ne peux pas avancer, il me manque quelque chose. Et dans ce cas-là, quand elle discute avec quelqu'un qui a cette problématique-là, elle lui demande de quoi tu aurais besoin exactement par rapport à ce dont tu es en train de me parler, qui manque là. Donc la personne va expliquer, grosse maille, de quoi il a besoin, et elle va lui dire, OK, ça s'adresse à quel rôle dans l'entreprise? La personne répond, OK, est-ce que tu lui as demandé? Et donc, ça, elle l'anime de manière mécanique en posant la question quand les gens sont réunis. C'est-à-dire que quand les gens sont réunis, je reviendrai tout à l'heure sur ce processus, mais quand les gens sont réunis, elle anime ce processus, elle se tourne vers la personne en question. Est-ce que c'est ton rôle? Bah oui, c'est mon rôle, effectivement. D'accord, bon, bah, si c'est ton rôle, qu'est-ce que tu proposes de faire? Eh ben, je vais mettre ça en place. Là, elle se retourne vers le premier. Est-ce que tu as ce dont tu avais besoin s'il met ça en place? Bah ouais, moi, c'est bon, c'est ça qu'il me fallait. Bon, bah d'accord. Et voilà, c'est terminé. Et du coup, elle est reconnue capable de traiter efficacement, à grande vitesse, un afflux de demandes colossal, des écarts, des problèmes, alors qu'en fait, elle ne fait rien elle-même, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle stimule la compétence, elle stimule la créativité des gens. Alors avec ça, elle ne règle pas tout, parce que des fois, ce qu'elle entend, c'est ah ben non, c'est pas mon rôle. Non, non, c'est pas à moi de le faire, ça. Ah bon, d'accord. Il y a des gens dans le groupe qui disent bah si, c'est à toi. Bah non, non, pas du tout. Ok. Alors elle pose la question toute simple hein. Qui est en charge de cela? Et là, ça a l'air pas clair, donc il y a un problème d'organisation. Et ben quand il y a un problème d'organisation, elle a une autre réunion ou un autre moment qui est un moment d'optimisation de l'organisation. Elle se tourne vers la personne qui a un besoin et lui demande très égoïstement qu'est-ce que tu aurais besoin qu'on crée comme rôle? Et la personne le dit. Et là, elle a une petite routine d'intelligence collective qui permet d'utiliser les avis de tout le monde, qui permet d'éviter de faire quelque chose qui serait dangereux et qui permet à la sortie d'avoir un rôle qui est créé dans l'entreprise. Donc, je reviendrai sur la notion de rôle tout à l'heure. Le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'elle est capable de faire, elle est reconnue comme capable de faire les ajustements nécessaires d'organisation à toute vitesse avec l'équipe, puis de retourner à l'action. Et c'est toujours la même idée. En fait, en pratique, elle ne le fait pas elle-même. Simplement, elle a une routine qui lui permet de stimuler la compétence et la créativité des gens. Alors avec ça, elle a beaucoup de choses déjà, hein. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Des fois, elle a une autre question qui est, enfin, une autre problématique qui est, bah moi, avec lui, c'est mort, hein. Jamais plus il pourra venir me voir et me demander quoi que ce soit. Alors bien sûr, s'il vient me voir, je vais lui dire oui, oui, oui. Mais en pratique, je ne le fais plus vu ce qu'il m'a fait. C'est terminé. Elle en sent aussi, on n'a aucune ambiance dans l'équipe, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il nous manque quelque chose. Dans ce cas-là, elle lance une réunion relationnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la réunion relationnelle, c'est une réunion où, de la même manière, elle va amener la personne à demander ce dont elle aurait besoin dans la relation. Elle se base sur la communication non violente, donc de la CNV, et ça lui permet d'avancer. Le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'elle est reconnue comme capable de créer et de nourrir des environnements relationnels et émotionnels qui sont sains et qui sont soutenants. Des environnements qui permettent de s'épanouir pleinement dans l'univers professionnel. Toujours le même constat, en pratique, elle ne fait rien elle-même, elle stimule la compétence, la créativité des gens, elle s'appuie dessus, elle leur fait confiance, elle a sa routine de questionnement. Et il lui reste un dernier truc qu'elle n'a pas résolu avec tout ça. Pourtant, avec ça, elle en a déjà résolu pas mal. Mais des fois, on lui dit, ben moi, finalement, je me demande bien ce que notre métier est en train de devenir. Je me demande si j'ai envie de faire ça. Ça serait quand même normal qu'on se préoccupe de tel sujet. Pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. Dans ce cas-là, elle a une réunion qui est une réunion d'alignement sur le sens, où les gens peuvent venir questionner un problème éthique, peuvent venir dire ce dont ils auraient besoin pour avancer et pouvoir faire une demande de bah nous, voilà, on aurait besoin que la raison d'être soit un petit peu révisée de telle manière, ou on aurait besoin, d'un point de vue éthique, de pouvoir faire tel truc en plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Ils ont un système de réponse, donc ça lui permet d'avancer là-dessus. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'elle est reconnue capable de créer des alliances profondes avec les gens sur ce qui les motive réellement et sur sa capacité à leur faire utiliser leur motivation au service du projet d'entreprise, tout en leur faisant utiliser leur fonction au service de leur motivation intrinsèque. Donc là, elle a réussi un truc assez extraordinaire.
Et j'ai toujours la même observation, elle ne fait rien elle-même, elle s'appuie sur la compétence et la créativité des gens et elle la stimule. Alors, on va entrer un peu dans sa technique vis-à-vis des responsabilités. Pour Hop, chacun a plusieurs rôles. C'est-à-dire, par exemple, un chef de projet, en pratique, il va être product owner, mais il a aussi un rôle de staffing, il a aussi un rôle de communication, il a aussi un rôle de reporting, il a aussi un rôle de bureau des pleurs, il a aussi un rôle de SAV, et cela, ça lui simplifie énormément la vie. Donc, par exemple, là, c'est Jean-Luc et Olivier qui présentent. Olivier est pro en conférence, Jean-Luc pro sur la gouvernance cellulaire. Moi, Olivier m'a fait des retours hyper cash lors des premières présentations. Il ne s'est pas préoccupé de ma susceptibilité. Il avait son rôle de mentor et il m'a dit, écoute, là, on entend un expert. Ça a l'air hyper intéressant, mais je suis complètement noyé, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on revoie tout ça. Et moi, j'ai le rôle conférencier. C'est moi qui fais les dernières modifs sur les slides sans me demander si ça va à Olivier. Et donc, quand à un moment donné, il y en a un de nous deux qui s'est senti noyé par la quantité de modifications qu'a fait l'autre, quand l'autre a été déstabilisé par un retour, on a ouvert un temps pour parler de notre vécu et pour voir de quoi est-ce qu'on avait besoin. Donc, on s'appuie sur nos rôles et ça permet d'aller très, très vite et de créer un environnement où on traite un maximum de types de tensions, mais sans tout mélanger. On traite les tensions une par une et chacune avec un process ajusté. On a un mode d'interaction qui est basé sur la responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a un circuit des demandes permanent. J'ai un souci, je vais me responsabiliser sur le fait que c'est à moi de transformer ce souci en une demande concrète que je peux adresser à quelqu'un. Ça, c'est difficile à faire. En pratique, c'est hyper dur. De quoi tu as besoin? Le premier réflexe, c'est que ça marche. J'en ai marre que les autres n'assurent pas dans leur travail. Donc, c'est pour ça qu'on a des processus avec des routines de questionnement. C'est pour aider les gens à le faire et pour s'aider nous-mêmes à le faire. Il y a des processus de décision qui sont clairs et qui sont formalisés. On se parle soit de rôle à rôle, comme je viens de vous l'expliquer avec l'exemple entre Olivier et moi, soit de personne à personne. Là, tu as fait quelque chose qui m'a agacé et j'aurais besoin que ça ne se reproduise pas. On va en discuter. Et dans ce cas-là, on a la routine communication non violente où on a l'alignement sur le sens. Donc, je vais rentrer concrètement dans un exemple de processus qui est le premier que je vous ai présenté, le moment d'opération ou la réunion d'opération. Et donc, je vous montre à quoi ça ressemble, la gouvernance cellulaire. C'est quelque chose qui guide comme ça. Si on a envie de rentrer dans la réunion d'opération, on a ce petit slide et puis il y a un explicatif derrière. Et on suit simplement. OK, quelle est ta tension? De quoi est-ce que tu as besoin? Tu parles depuis quel rôle? Et tu t'adresses à quel rôle? Donc ça, c'est important, ça professionnalise complètement les choses. Ensuite, quel est le petit pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu demandes concrètement et à qui ça s'adresse? À quel rôle ça s'adresse? Ensuite, on se tourne vers le rôle concerné, on lui demande, est-ce que c'est dans ton rôle? Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mets en place comme plan d'action? Et on arrive au point 6, on se retourne vers le demandeur. Moyennant cette action, est-ce que ta tension est levée? Donc avec ça, on a réussi à atteindre le but qui est marqué au centre de cette petite bulle, c'est-à-dire arriver à se faire des demandes pour s'engager mutuellement dans des actions de réduction des tensions. Les bénéfices, c'est quoi? C'est qu'on rentre totalement dans une culture de responsabilité. Le process nous amène à nous responsabiliser sur nos besoins en allant jusqu'à des demandes concrètes, en entendant les réponses et en tenant compte, c'est-à-dire qu'une demande, ça ne veut pas dire que la réponse est oui. Donc des fois, la réponse, c'est non. On se sent solidaire, on se sent utile et on fait avancer les sujets en débloquant encore et toujours. Alors, les équipes s'habituent plus facilement à cette routine si elles nomment un rôle facilitation qui suit le processus. Ça, c'est notre conseil en passant. Et on s'interroge sur quels sont les résultats produits par toutes ces routines et tous ces processus. Là, j'ai fait un zoom sur un processus, mais je vous en ai parlé de 4. Les résultats constatés, c'est qu'on a une efficacité opérationnelle. On passe moins de temps en réunion et elles sont beaucoup plus productives une fois qu'on a pris le pli. L'humain est réellement pris en compte complètement, on l'a vu. On sait pour quelles raisons on fait les choses. Donc, il y a un sentiment d'utilité qui est et on voit son impact de ce qu'on fait. Vis-à-vis des changements, on a tous les moyens de voir plus vite les choses, de comprendre plus vite et de s'adapter plus vite parce qu'on n'attend pas que les décideurs aient compris ce qu'on avait déjà compris sur le terrain. Et l'organisation s'ajuste en temps réel. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'avec l'habitude, les équipes utilisent naturellement les process lors de la réunion. Alors, on va aller regarder comment ça se passe. Je vais rebondir sur une chose, Jean-Luc, c'est que pour moi, une des choses essentielles, c'est que du coup, avec les 2 premières réunions d'opération et d'optimisation, d'organisation, on est capable d'avoir de l'action qui est et du processus qui est complètement protégé des influences humaines. Et donc, du coup, on n'est plus perturbé par les égos, les peurs fantasmés, toutes ces choses-là.
Et avec la réunion de régulation, on est capable de traiter l'humain de personne à personne à 100% en étant totalement protégé du processus et des objectifs à court terme. Et du coup, on a une meilleure efficience sur l'un et sur l'autre, et les deux sujets sont vraiment traités à fond, ce qui est pas mal différent de beaucoup d'organisations où on a plein de réunions, mais finalement on mélange un peu tout. On ne va pas au fond des choses et l'opérationnel mange souvent le relationnel. Là, on peut vraiment avoir les deux et vraiment bien traiter. Ok, donc on continue. Le projet grossit maintenant. Le projet grossit et progressivement les activités prennent de l'ampleur et plusieurs personnes viennent contribuer à ce rôle de project manager dont on a parlé tout à l'heure. Du coup, on crée des cellules spécifiques, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un project manager qui assure le design, le développement et la production, le déploiement. Et petit à petit, il va créer des cellules spécifiques et les attribuer. Ensuite, il crée des rôles interface de ces cellules avec la grosse cellule Project Management. Donc, il y a un rôle lead qui est le pilote du design, du développement et production, du déploiement. Et puis, il y a un rôle représentation qui vient signaler dans la cellule Project Management quel est l'état de santé de l'équipe, est-ce que les gens se sentent bien et est-ce qu'ils arrivent à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. On a aussi clarifié le lien avec la cellule souche, c'est-à-dire avec l'entreprise, en lui clarifiant exactement de quoi est-ce que vous avez besoin et comment est-ce que vous souhaitez qu'on fonctionne. Donc, avec tout ça, on a une entreprise vivante en gouvernance cellulaire qui pratique l'art de tout traiter sans tout mélanger et où l'exigence coopère avec l'empathie. C'est ce qu'on appelle l'efficacité humaniste. C'est vraiment quelque chose qui compte pour nous. Donc, adieu lourdeur, grande réorganisation tous les 18 mois ou tous les 12 mois ou tous les 6 mois et bonjour à la fois à l'enthousiasme et à la pleine adaptation par chacun. Alors, pour autant, dans l'entreprise dans laquelle nous sommes, nous ne fonctionnons pas comme l'entreprise précédente de Hop. Ce n'est en aucun cas un copier-coller. Elle utilise un curseur managérial qui lui permet de s'adapter parce que chaque entreprise a sa culture, chaque manager a sa culture. Et donc, ce curseur permet de décider à quel point est-ce qu'on va garder de la verticalité d'un système pyramidal et à quel point on va partir vers de la responsabilisation et un système plus horizontal. Et ça, l'équipe peut vraiment le détailler. L'avantage, c'est que chaque manager peut clarifier ce qu'il est prêt à déléguer à l'équipe. L'équipe peut choisir ce qu'elle est prête à assumer et comment elle va s'y prendre. Donc, on a une culture d'équipe qui est adaptée au niveau de maîtrise des gens, à ce qu'ils sentent, à ce qu'ils sentent bien, à ce qu'ils se sentent capables de faire et à ce qui les motive. Donc, ce n'est plus l'entreprise qui décide ce qui est bon pour tous, mais ce sont les personnes qui essayent et qui ajustent le calage qui leur va bien. Donc, au final, on a une gouvernance cellulaire que vous pouvez télécharger sur le site cellulargovernance.org. Qui ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez un tableau de bord dans lequel vous naviguez en cliquant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez à un endroit, eh ben, ça vous emmène sur cet endroit et il y a un petit bouton de navigation ici qui vous permet de remonter au tableau de bord et qui vous permet de vous orienter. On a des choses en perspective. Donc, la gouvernance cellulaire, c'est une démarche qui est écrite et qui est en open source. Open source, donc vous le savez sûrement, mais je précise juste, c'est d'une part l'accès est libre, et d'autre part, le fait open source, ça veut dire que tout le monde peut participer à l'améliorer. Et aujourd'hui, on a une équipe de 12 personnes qui coordonnent les infos qui arrivent de partout pour l'améliorer, créer les nouvelles versions qui soient toujours adaptées à l'entreprise d'aujourd'hui. On a des perspectives avec une version grand public légère qui doit sortir fin août, une version anglaise qui est en lancement et qui sortira cet automne, et une version allemande qui est en lancement aussi. Et je passe la main à Olivier pour la partie question, en posant la question, est-ce que ça vous plairait d'être Madame Hop et si oui, ça serait quoi le premier pas que vous auriez envie de tester? Oui, on va mettre ça en réflexion. Tu peux mettre le slide suivant et puis je vais glisser deux informations sur, au-delà de la présentation, là, quels peuvent être les premiers pas. Vas-y Jean-Luc, tu peux animer l'ensemble du slide. Dans le cadre de Humanomal, donc l'entreprise qui aujourd'hui fait la promotion de la gouvernance cellulaire, on a des… Je vais remettre le slide, Jean-Luc. Voilà, on propose en septembre une journée découverte, du coup de la découverte par la pratique de l'ensemble de ce qu'on a vu là et puis en allant plus loin, qui permet de comprendre et d'avoir vu et pratiqué l'ensemble des processus et d'avoir aussi comment dire, été formé au processus de triage, le premier, celui qui permet de traiter un grand nombre de demandes, de besoins à haute vitesse et d'avoir facilité par soi-même, donc d'avoir acquis la posture du facilitateur.
et puis de savoir quels sont les éléments les plus utiles. Voilà. Si le sujet vous intéresse, il suffit d'envoyer un mail pour prendre de l'information à humanopal@studio.com. Ça se passera en distanciel. Et puis, comme on sait qu'on est tous très occupés, en fait, ce ne sera pas une journée en continu, mais 2 modules d'une demi-journée qui seront organisés plusieurs fois pour vous permettre d'assister au moment qui vous convient. Et s'il y a un imprévu, de pouvoir assister quand même à la suite. Et puis, une autre façon sur laquelle on peut intervenir, si tu peux mettre le slide suivant, Jean-Luc, c'est si au sein de vos projets, vous êtes confronté à des tensions par rapport à l'environnement qui est autour du projet, on peut aussi agir directement et vous aider à créer un environnement qui, du coup, soit moins impactant et moins perturbant sur le projet. Et donc, retrouver de l'oxygène et de l'efficacité à travers ça. Et on peut faire la même chose en facilitant des réunions au sein de vos projets pour adresser les besoins à haute vitesse et puis vous faire monter en compétences à travers ça. Voilà, ceci étant dit, il y avait pas mal d'informations et donc on a souhaité, plutôt que de faire une grande conférence, garder un large temps pour des questions-réponses, pour des précisions et on en est là à ce stade. Donc merci Olivier, merci Jean-Luc pour ce récit qui nous a fait vivre les différents aspects du framework. Je propose de passer aux questions des participants. Donc, il y a une personne qui a demandé si c'est possible de revoir le slide gouvernance, parce que tu étais un peu passé rapidement, et après j'aborderai les questions plus en détail. Je ne sais pas ce que c'est gouvernance, j'imagine que c'est réorganisation. Je ne sais pas ce que c'est le slide gouvernance en fait, j'ai besoin de plus d'informations pour être capable de le montrer. Bon, sans savoir, donc du coup, ce que je propose, c'est de passer j'attends la précision de la personne. En attendant, ce que je propose, c'est de faire la question qui suit. Donc, que faire si l'autre ne veut pas rentrer dans ce processus? Ok, donc je prends là, Jean-Luc. C'est un processus de contractualisation en fait. Donc, on se fait des demandes et la personne, elle répond oui ou non. Si elle refuse carrément de rentrer dans ce processus, je dirais qu'on a un problème RH. Hein. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui ne veut pas participer au projet en ayant un rôle dans le projet et en entendant des demandes et en se positionnant par rapport à ces demandes, soit en disant c'est mon rôle, je vais faire quelque chose, soit en disant ce n'est pas mon rôle, je ne vais pas le faire, eh ben, on a un problème de management pur qui est un problème RH. Donc la méthode, c'est pas une baguette magique, elle règle pas les problématiques humaines. Et là, ça amène à quelque chose qui s'appelle la défense immunitaire en gouvernance cellulaire, c'est-à-dire la capacité à recadrer la personne ou pas. C'est ce que j'avais nommé au départ dans l'égrégore, quand je nommais que, hop, regardez si quelle était la capacité de la structure à ce niveau-là de faire en sorte que les gens réalisent leur travail, en fait. Ok, merci pour cette question. La personne qui posait la question sur le processus, tac, tac, tac. Je vais faire une tentative. C'était le tableau de bord, c'est passé très vite. Le tableau de bord, je ne sais pas si ça te parle davantage. Ah, alors j'avais imaginé que c'était la réunion d'opération, mais le tableau de bord non plus. Ou le curseur managérial, Jean-Luc? Ah, le curseur managérial peut-être. Donc apparemment, ça, c'est pas la réunion d'opération. Donc je vais sur le curseur managérial. On va voir si c'est de ça qu'il s'agissait. Donc si c'est celui-là, oui, je peux le remontrer. Je peux le commenter, du coup. En haut, ce qu'on voit dans le curseur managérial, c'est que le leader va pouvoir choisir ce qu'il délègue à l'équipe ou pas. Donc, en gros, là, on a fait un extract. Hein, donc, on a mis juste 6 redevabilités, veiller au cap, choisir les priorités stratégiques, résoudre les conflits de priorité, répartir les ressources disponibles, affecter les membres à des rôles et construire l'organisation de départ. Le leader peut choisir de déléguer certains de ces éléments. Donc, par exemple, il peut choisir de déléguer le fait de choisir les priorités stratégiques. Dans ce cas-là, il propose de le déléguer à l'équipe et l'équipe va choisir si elle est prête à l'assumer ou pas. Donc, si elle est prête à l'assumer, eh ben, il aura délégué
le fait de choisir les priorités stratégiques, et l'équipe le choisira elle-même. Et donc, ça veut dire que l'équipe a un besoin, c'est de se mettre d'accord sur un processus de décision collective. Comment est-ce qu'ils vont prendre leurs décisions collectives? Là, nous, on utilise la décision par consentement. Ce qu'on voit dans le deuxième slide, celui qui est en bas à droite, c'est le niveau de délégation, le niveau d'autonomie, le niveau de liberté dans les rôles. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en pratique, quand on dit que quelqu'un est autonome dans un rôle, selon les cultures d'entreprise, ça veut dire des choses complètement différentes. Et donc, nous, on aide les équipes à se questionner sur à quel point est-ce que la réflexion fait partie de la délégation. C'est-à-dire, est-ce que quand on a délégué quelque chose, la personne réfléchit toute seule ou est-ce qu'elle réfléchit en collectif ou est-ce qu'elle réfléchit avec son manager? Quand au niveau de la décision, est-ce qu'elle décide juste, elle, ce qu'elle veut ou est-ce que c'est une décision collective ou est-ce que c'est une décision avec son manager? L'exécution, en général, c'est elle. Et ensuite, l'évaluation, toujours pareil, est-ce qu'elle évalue toute seule les résultats de son travail pour redécider de la suite ensuite, recommencer à réfléchir? Ou est-ce que c'est une évaluation collective ou est-ce que c'est avec le manager? Et en pratique, ce dont on se rend compte, c'est que quand les gens croyaient être totalement autonomes dans leur rôle et qu'on leur montre ce graphe qui descend ce tableau qui va de 1 à 8, et puis après la posture cellulaire où vraiment la personne est totalement autonome, eh ben, les gens sont assez surpris, mais ils se calent à un autre endroit en fait. Souvent, ils sont au niveau entre 4, 5, 6. Et typiquement, chez Humanopal, nous, ce qu'on a choisi, c'est qu'au niveau de la réflexion, on fait une sollicitation d'avis obligatoire sur tous les sujets importants. Donc là, on est en bleu, c'est-à-dire qu'on le fait en collectif. Sollicitation d'avis, la personne qui a le rôle écoute les avis de tout le monde, ensuite, il décide tout seul. Et il n'est pas obligé de décider selon les avis des autres. Et ensuite, ce qu'on a marqué au niveau de l'évaluation, on est aussi sur du collectif, donc on est à un niveau 6 à peu près. Et l'évaluation, on l'a fait avec de la gestion par tension. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas content de ce qu'un autre rôle a fait, bah, ça lui fait une tension et il manifeste ça en tension en réalisant une demande. Voilà ce que je peux dire de ce slide. J'espère que c'était celui-là qui était demandé. Du coup, un point qui est intéressant, c'est que la gouvernance cellulaire, ça peut fonctionner aussi bien dans des modes type entreprise libérée ou autre, que dans des structures beaucoup plus traditionnelles. En fait, on n'est pas fâché avec le hiérarchique. En fonction de la culture d'entreprise, le niveau de délégation idéal, et même en fonction de l'équipe et du manager au sein ou du projet au sein de l'entreprise, le niveau de délégation idéal et le niveau du curseur, le placement du curseur idéal n'est pas le même. Et donc, on est capable de faire un état des lieux de où est-ce qu'on est, de où est-ce qu'on voudrait être, et puis on va placer les modes opératoires et les niveaux de délégation en fonction de ça, et on va être capable du coup quelle que soit la culture d'entreprise, en fait, de faire le pas supplémentaire que l'entreprise est capable de faire là où elle en est aujourd'hui. Et d'ailleurs, globalement, dans le modèle gouvernance cellulaire, c'est à la fois un modèle ouvert et en même temps un modèle guidant, dans le sens où on n'est pas comme dans l'entreprise libérée avec une description de résultats à atteindre, mais sans mode d'emploi qui serait fourni avec. Et après, à vous de trouver le mode d'emploi sur la base de vos propres intuitions ou de ce qui existe déjà dans le domaine. On n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement guidé et contraint comme ce qu'on peut avoir en holacratie, où on vous dit, du coup, le process, c'est ça et c'est pas autre chose. En gouvernance cellulaire, ce qu'on dit, c'est tel élément doit exister. Par exemple, le processus pour faire une élection, il doit exister, il doit être décrit. Le processus qui permet de prendre des décisions, il doit exister, il doit être décrit. Et on fournit une modalité qui, dans la majorité des cas, une modalité qui a fait ses preuves et qui convient dans la majorité des cas. Mais si à un moment, pour votre processus de décision, votre processus d'élection, vous avez votre propre façon de faire et qu'elle est plus efficace que ce qui existe, bah, simplement, on prend votre brique et puis on l'intègre dedans. Donc, on est à la fois guidé au quotidien, directement opérationnel avec une proposition sur la façon de faire, et en pleine liberté et en plein contrôle sur comment on va le faire effectivement en fonction de ce qui nous convient. Merci Olivier. Et une question qui était d'ailleurs un petit peu adressée par rapport à Capgemini, c'est à partir de quelle taille c'est applicable et même jusqu'à quelle taille c'est applicable, parce que selon la taille de l'entreprise, ça devient très rapidement mécanique, hiérarchique et de plus en plus orienté, de moins en moins orienté acteur, on va dire. Je pense qu'on peut faire une double réponse avec Jean-Luc. Je vais répondre très vite sur à partir de quelle taille. Dès qu'on est deux, c'est applicable. En tout cas, moi, je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir à 2 puis à 3 dans une toute petite structure. Et puis, il y a des structures beaucoup plus grosses avec des centaines de personnes qui utilisent ça. Et là, du coup, Jean-Luc, je te laisse témoigner de cet aspect-là.
Ouais, tout à fait. On a accompagné une structure de 1500 personnes dans un très grand groupe. Et donc, en fait, ce qu'il y a de très, très, très spécifique de la gouvernance cellulaire, je crois que c'est la, la seule démarche qui propose ça de manière écrite, c'est que c'est complètement compatible avec une structure pyramidale. En fait, le seul besoin dans ce cas-là, c'est de faire définir quel est le besoin de l'équipe du dessus, du manager du dessus, vis-à-vis de votre équipe. Donc, vous avez une équipe dans une structure pyramidale. Si vous arrivez à faire contractualiser, voilà ce que j'attends de vous concrètement, et vous faites lister ça concrètement, on appelle ça des attendus ou des redevabilités, les attendus de votre équipe, et que vous arrivez à poser la question, OK, si je m'organise comme je veux pour produire ça, est-ce que ça vous va? Et que la réponse est oui, alors vous pouvez l'appliquer. Parce qu'on a ce contrat d'une équipe à l'autre. Et ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes dans une grosse équipe, 1500 personnes, et qu'il y a quelques managers de votre équipe qui ne veulent pas passer en mode cellulaire, ce n'est pas un souci. Parce que vous allez contractualiser avec eux quel est le besoin de leur équipe, et eux, ils peuvent animer leur équipe en pyramidale pour l'instant parce qu'ils ne se sentent absolument pas de faire autrement. Pourquoi c'est important? Parce qu'on se base un petit peu sur l'intuition des gens. Et ce qu'on sait, c'est que quand ils croient à quelque chose et qu'ils le sentent bien, eh ben, ils sont plus performants. Voilà, j'ai dit. Ok, merci. D'autres questions? Donc, il y en a une autre qui est quelle différence avec l'holacratie? Ah ben, elle est majeure. La différence avec l'holacratie, c'est que on considère l'humain énormément avec la régulation relationnelle. Donc, il y a des tensions de personnes qui sont possibles. Quand je marque, on se parle de rôle à rôle ou on se parle de personne à personne. Il est tout à fait possible d'avoir des tensions de personnes qui amènent vers des besoins de régulation, des demandes de communication non violente, enfin des demandes en mode communication non violente avec d'autres personnes. C'est possible d'avoir des questionnements éthiques. Moi, en tant que personne, je ne peux pas remplir ce rôle parce que ça vient me toucher dans mes valeurs profondes. Ça, ce sont des domaines qui ne sont absolument pas pris en compte par Holacracy. Donc, c'est possible de les rajouter dans Holacracy, mais vous avez un système qui ne les prévoit pas par défaut. Et quand on lit le livre de Brian Robertson, lui, il est très au clair en opposition avec ce qui est tension de relationnel et tension de sens. Il veut absolument pas être piloté soit par les valeurs profondes des gens, soit par leurs problèmes relationnels. En fait, dans l'expérience, les expériences que j'ai eues en entreprise, c'est que en holacratie, en théorie, enfin même dans la réalité, dans une réunion de triage, on peut amener tout type de tensions, y compris des tensions opérationnelles, mais y compris des tensions relationnelles. Maintenant, dans la réalité des faits, ce que je constate, c'est que, à part des organisations qui sont déjà très très acculturées et très très dans des process sur du relationnel, la réalité, c'est que 99% des tensions qui sont traitées sont opérationnelles. Et alors, dans une organisation classique, du coup, il y a une perte d'efficacité parce qu'on mélange l'opérationnel et le relationnel, et l'holacratie permet de protéger le processus du relationnel, donc on obtient une efficience qui est top. Sauf que du coup, on reste des humains, on ne va pas se transformer en robot pour autant, et donc du coup, l'aspect relationnel est encore moins pris en compte que dans une organisation classique. Et puisque la majorité des tensions amenées sont des tensions opérationnelles, ça reste comme ça. Et donc, il manquait vraiment le pendant, en tout cas quelque chose que j'apprécie vraiment moi dans la gouvernance cellulaire, c'est qu'il y a vraiment ce pendant relationnel où on va avoir ces temps centrés sur nos expériences, sur notre vivre ensemble, sur au-delà de ce qu'on a à faire, comment est-ce qu'on pourrait le faire de telle façon que ça soit le plus agréable possible pour nous, où est-ce que ça a gratté sur les émotions, sur les relations, et comment on peut enlever tous ces petits cailloux-là pour que on s'éclate un maximum finalement, et on se réalise soi-même à travers ce qu'on a à faire. Et il y a vraiment une force à adresser, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un truc important à mes yeux, à adresser le relationnel vraiment à fond, à adresser les questions de sens vraiment à fond, y compris dans la mise en place de la raison d'être initiale, mais aussi dans l'actualisation de la raison d'être, et aussi l'opérationnel vraiment à fond, ce que fait l'holacratie, mais sans aller autant sur les autres domaines. Ok, je complémente un peu cette réponse avec vis-à-vis de l'holacratie. Il y a autre chose, c'est que gouvernance cellulaire, ce n'est pas un modèle. C'est une démarche. C'est le premier slide de gouvernance cellulaire commence en disant c'est une démarche. Donc, ça vous inspire et vous pouvez avancer en piochant juste ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas d'opposition chez nous entre le pyramidal et le cellulaire.
On a repéré deux calages qu'on a appelés pyramidal et cellulaire, mais l'objectif, c'est pas d'arriver au calage cellulaire. L'objectif, c'est d'être dans la démarche et de permettre à chaque équipe de choisir quel est son curseur juste. Donc, il n'y a pas une imposition de quoi que ce soit. On ne considère pas qu'on a la vérité. Et je pense que le fait qu'on ne soit pas fâché avec le pyramidal, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique. Moi, je considère que du pyramidal bien mené, c'est hyper efficace, hyper performant et ça peut être très humain. D'accord. Merci. Donc, comment procédez-vous au démarrage, entre autres, si la hiérarchie n'est pas convaincue? Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, dans les besoins pour démarrer, il faut que la hiérarchie m'autorise à organiser mon équipe comme je le souhaite, donc sans se cacher, en disant moi j'ai envie de l'organiser en mode cellulaire, donc qu'elle m'autorise à le faire et qu'elle me décrive très concrètement ce qu'elle attend de mon équipe. Si on n'arrive pas à passer cette barre-là, eh ben, c'est pas possible. Mais là, si vous n'arrivez pas à passer cette barre-là, si on regarde de nouveau le slide sur les niveaux de liberté, d'autonomie dans les rôles, ça veut dire que vous, dans votre rôle, c'est votre manager qui décide comment est-ce que vous devez agir. Donc, vous êtes à un niveau 3, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que le niveau de délégation, il en est là. Votre manager décide comment est-ce que vous devez organiser votre équipe. Vous agissez, vous organisez l'équipe comme il vous a dit. Et à la sortie, c'est le manager qui évalue. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est capé, c'est bloqué. Donc, le manager ou la structure ne vous autorise pas à passer dans un autre cap. Et c'est le contrat qui passe avec vous. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Dans un certain nombre de cas aussi, il y a des peurs latentes et pas toujours conscientes qui sont qu'il y aurait une forme d'ordre à travers le pyramidal. Et si on passe vers autre chose que du pyramidal ou si on lâche du contrôle, alors on risque de tomber dans le chaos et ça fait très peur. Et donc, une façon de faire, ça peut être aussi, soit à travers la journée découverte, soit à travers un temps d'échange avec un top manager ou un codir, d'aller explorer ça, en fait, le fait que il n'y a pas besoin d'avoir un immense contrôle pour que quelque chose fonctionne et que pour autant ça tombe pas dans le chaos et que ça reste très très guidé, très très cadré, très très maîtrisé grâce aux différents process qui existent. Et ça peut être un levier dans certains cas aussi pour du coup lever les freins en fait et obtenir le go sur une expérimentation. J'ai une question sur des environnements multiculturels. Le modèle s'applique-t-il? Là, c'est un peu vague, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un modèle qui s'applique dans du service public, dans de l'associatif, dans de l'économie sociale et solidaire, dans du mode avec du capital, dans des grands groupes, dans des petits groupes. On a beaucoup concaténé de choses, hein. C'est vraiment un système expert basé sur plus de 10 ans d'expérience. Mais donc là, c'est l'aspect multiculturel qui est posé comme question. Moi, j'ai jamais vu de limite là-dessus, c'est-à-dire que je l'ai vu appliqué en Inde, donc ça fonctionne tout seul. Je dirais que oui, mais je suis pas sûr de bien comprendre la question. D'accord. J'ai une autre question. En quoi cela s'intègre ou s'éloigne d'une organisation agile? Alors, pour moi, c'est. Vas-y, Jean-Luc, puis vas-y. non, vas-y. En fait, pour moi, ça amène de l'agilité pas seulement opérationnelle, mais aussi relationnelle et aussi au niveau du sens, et globalement sur toute la structure de l'organisation. Dans beaucoup d'organisations, en fait, on fait de l'agilité, mais on va le faire dans un cadre de structure où il y a des services, où il y a des fonctions et où en fait il y a un ensemble de barrières, de silos qui sont posés. Donc on fait de l'agilité du Scrum, etc. Et on danse la lambada dans une pièce, mais les murs de la pièce sont toujours au même endroit et sont immuables. En gouvernance cellulaire, en fonction des besoins de l'organisation, on va être capable de créer des rôles, enlever des rôles, ajouter des redevabilités, enlever des redevabilités. Quand un rôle commence à être porté par plusieurs personnes et qu'il y a besoin de synchronisation, du coup, on va créer une cellule. Et donc, on est capable, si je reprends mon image, de déplacer les murs de la pièce de façon dynamique, et c'est naturel, et c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien, ou de construire un nouveau bâtiment, enlever un bâtiment, enfin, voilà, c'est toute la structure de gouvernance qui va bouger en même temps que les besoins de l'environnement se font ressentir. Et de même façon que
quand moi j'ai traversé l'Himalaya à pied, je suis parti avec un capital muscle et puis à marcher tous les jours avec un sac à dos de 30 kg, bah, mon corps a ressenti qu'il y avait besoin de créer du muscle à certains endroits. Bah, voilà, il y a un besoin identifié. Qu'est-ce qu'il faut pour répondre aux besoins? C'est de créer des cellules et donc ça a créé de la matière là où il y avait besoin. Et puis quand il n'y a plus besoin, cette matière, simplement, elle disparaît, elle est recyclée ailleurs. Et de ce point de vue-là, l'agilité, si on prend l'agilité au sens agilité projet ou Scrum ou autre, ça se marie, ça se maille complètement avec la gouvernance cellulaire. Très intuitif de mailler les deux. La gouvernance cellulaire amène l'agilité, je dirais, globale et pas seulement sur les aspects process. D'accord. Une autre question. Avez-vous une expérience d'implémentation dans une organisation fonctionnelle pure où chaque direction se comporte comme une petite PME indépendante? Donc la réponse c'est oui, et alors particulièrement, c'est particulièrement adapté, hein. Parce que là, je vais revenir sur le slide sur lequel j'étais tout à l'heure. Tu peux me redire la question, Laurent, s'il te plaît? Ouais. Tac, tac. J'étais passé à la suivante. Une entité fonctionnelle où chaque entité se comporte comme une entité totalement indépendante. On est complètement en mode cellulaire là. C'est-à-dire que le mode cellulaire, ça veut dire que chaque entité va réfléchir toute seule de comment est-ce qu'elle doit faire les choses, décider de ce qu'elle fait, agir et évaluer comment elle fonctionne. Donc là, on est complètement compatible. Et toujours, le lien qui est fait, c'est la contractualisation de quel est le rôle de cette entité. Et ça, par contre, c'est fait au niveau de toute l'équipe quand on est en mode cellulaire, et c'est fait par le hiérarchique quand on est en mode hiérarchique, en mode pyramidal. Donc l'équipe amont vérifie que la raison d'être de cette équipe répond aux besoins. Là, c'est le petit bandeau orange qu'on devine. Et ben ça, c'est ce qui permet de contractualiser avec chaque entité fonctionnelle et donc de revenir en lui disant bah là le job n'est pas fait, j'ai besoin de ça et je te demande de le faire, et éventuellement de venir changer le contrat en modifiant dans une réunion de réorg ce qui est attendu de toute l'entité. Ok, très bien. Je pense que ça répond bien, la réponse est parfaite. Après, une autre remarque, c'est n'est-il pas perdu d'avance de mettre en place ce modèle lorsque la tête ne fait pas le pari de l'humain? Ça dépend si la tête est prête à vous laisser essayer ou pas. En gros, si la tête, si la tête c'est le manager de l'équipe, ben non, ça sert à rien. Mais il va pas le faire. Mais par contre, si la tête c'est le manager du manager, alors vous pouvez essayer. C'est-à-dire si votre propre manager n'y croit pas et que vous avez une équipe et que vous avez envie d'essayer et que vous obtenez l'autorisation d'essayer, alors avec ça c'est faisable. Il n'y a pas de grand soir où toute la structure doit basculer. On y va en cherchant quel est le bon calage et jusqu'où vous pourrez aller vous dans cette structure-là avec votre équipe. Ok. Une question là plutôt casquette chef de projet. Donc, est-ce que Madame Hop s'occupe également de toutes les autres activités du PM, donc le budget, le reporting, 3 petits points? Olivier? En fait, Madame Hop, en fait, sur le projet, il y a un ensemble de tâches à effectuer. Ensuite, ces tâches à effectuer, il y a des façons de les regrouper, ça va nous créer des rôles. Et après, au sein de la cellule, donc la cellule projet, il y a 3 rôles structurels qui sont obligatoires, qui sont définis, qui sont le rôle lead, le rôle lead, le rôle de représentation, le rôle mémoire, on n'en a pas parlé, qui vient consigner ce qu'est la gouvernance, et puis le rôle de facilitation. Et en dehors de ça, tous les autres rôles peuvent être créés librement et nous on dit énergisés, en tout cas on peut dire incarnés par n'importe qui. Alors n'importe qui, c'est la réalité, c'est une élection sans candidat, donc c'est l'ensemble des personnes dans la cellule qui formule l'expression que de notre point de vue, la meilleure personne pour énergiser tel ou tel rôle, c'est telle ou telle personne. Mais du coup, tous ces rôles qui ont été mentionnés tout à l'heure, Luc, ils peuvent être assurés par Madame Hop, ils peuvent être assurés par une autre personne, ils peuvent être assurés en coordination, ils peuvent être de la responsabilité de Madame Hop, mais c'est quelqu'un d'autre qui est opérationnel derrière et avoir un système de délégation, qu'elle soit durable dans le temps, soit temporaire à un instant donné. Comment dire, il n'y a pas de réponse absolue ou généraliste à la question parce que le modèle permet toutes les combinaisons. Donc la réponse, c'est qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous, qu'est-ce qui vous est le plus utile.
Et en fonction de ça, ça sera Madame Hop ou pas Madame Hop ou d'autres personnes, ou enfin voilà, pour toute ou partie des rôles. D'accord. Une autre question qui est assez sympathique. Quelles sont les 3 clés de succès de l'adoption de la gouvernance cellulaire, mais aussi les 3 clés d'échec? Alors, ok, sans préparation, ça c'est pas super évident. La clé de l'adoption, je l'ai déjà dit, je la répète, c'est de contractualiser ce qui est attendu de votre équipe par l'équipe du dessus, et c'est d'obtenir l'autorisation de fonctionner de la manière dont vous avez envie de fonctionner. Et ensuite, ça va être de régler le curseur managérial, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à déléguer et parmi ça, qu'est-ce que l'équipe est prête à prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forçage à la responsabilisation. Si l'équipe ne veut pas prendre, on n'y va pas. Ça, c'est une des clés. On ne force pas les gens à l'autonomie. Il n'y a pas un soi libre obligatoire. Les situations d'échec, c'est de ne pas être capable de réguler quand le travail n'est pas fait. Ça, c'est ce qui met en échec tous les systèmes d'organisation. Si l'organisation n'a pas de défense immunitaire, n'est pas capable de se protéger contre quelqu'un qui ne fait pas son rôle, alors c'est un peu plus fin que ça en fait. C'est si l'organisation n'est pas capable de protéger ses membres d'un travail qui n'est pas réalisé par un autre membre. C'est-à-dire que là, l'organisation, ce qu'elle doit faire, c'est protéger la personne de l'équipe qui a besoin que le job soit fait et s'occuper de lui. Dans notre démarche, on fait vraiment ça. Si quelqu'un ne fait pas son job, on le laisse face à ses responsabilités. À un moment donné, ça va avoir des conséquences. Son job va être affecté à quelqu'un d'autre et il aura peut-être à un moment donné plus aucun rôle. Et là, il y aura un problème RH parce qu'il aura un salaire plus drôle. Donc nous, on ne protège pas les gens d'eux-mêmes. Par contre, vraiment, la grosse cause d'échec, ça va être de ne pas être capable de poser de l'exigence, en fait. Et que l'exigence étant, comment est-ce qu'on protège les collègues quand ils ont besoin qu'un travail soit fait et quand en pratique, il n'est pas réalisé. Dans les facteurs de succès, j'en vois un qui est de bien poser, c'est très rapide et en même temps c'est absolument essentiel, le diagnostic au départ de sur quelle dimension agir va nous amener le plus de valeur ajoutée. Est-ce que c'est de rentrer par l'opérationnel? Est-ce que il vaut mieux agir d'abord sur le relationnel dans l'équipe? Est-ce que ce sont des questions de sens? Donc voilà, diagnostiquer quel est le point d'entrée qui est idéal pour nous. Et après, j'en vois un deuxième qui est de ne pas arriver avec un nouveau modèle et quelque chose de dogmatique, mais plutôt de rentrer par qu'est-ce qu'on a comme épine dans le pied en ce moment. Et du coup, comment est-ce qu'on peut répondre à ces difficultés, mettons, opérationnelles, d'une façon qui soit efficace, et simplement, on va le faire d'une façon qui est un peu différente de comment on l'a fait jusqu'à maintenant. Et là, les personnes n'achètent pas la gouvernance cellulaire pour la gouvernance cellulaire, elles achètent le fait que le caillou disparaît dans la chaussure, et que ça fait quand même vraiment du bien. Et par contre, elles ont vécu une expérience qui leur a montré qu'il peut y avoir d'autres façons d'agir, qu'on passe, qu'il y a plusieurs types de réunions et qu'il y a beaucoup de réunions, mais très courtes, et qu'en fait, on passe beaucoup moins de temps en réunion, que, en tout cas, en général, ça fait plaisir à tout le monde, qu'on a plus d'autonomie, que les décisions qu'on prend globalement soient appliquées. On arrête de prendre des grandes décisions après avoir pris des discussions et des heures et des heures de discussion. On a plein de petites discussions et 90%, 95% de ces décisions sont réellement mises en place et réellement appliquées. Et donc après, c'est le constat de qu'est-ce que c'est plus chouette, qu'est-ce que c'est plus efficace, ça me prend moins de temps, ça m'enlève des contraintes, et donc du coup, quelle est la prochaine étape ou comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus? En tout cas, de rentrer sur vraiment de l'opérationnel. Quel est notre problème aujourd'hui? À quel niveau se trouve la clé d'entrée et du coup, comment on va répondre à ce problème-là? D'accord, merci. Un point intéressant également, c'est peut-on l'utiliser dans le cadre d'un projet client dans lequel il existe des conflits, de la mauvaise foi avec le client, par exemple? Ça, en tout cas, la vertu, à travers le fait de poser les rôles et à travers la réunion, à travers les différents triages, ça a la vertu de rendre visible ce qui ne l'est pas. Donc oui, il peut y avoir de la mauvaise foi, et c'est OK, enfin, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Simplement, elle va être rendue visible. Là où avant, les choses n'étaient pas forcément visibles collectivement. Et donc, ça va rendre plus difficile de rester dans la mauvaise foi, dans
comment dire, la non, le fait de ne pas assumer des choix qu'on a faits. Et en fait, les process amènent beaucoup de, comment dire, à la fois de sérénité et d'efficience par rapport à ça, en mettant de la clarté, en fait, dans la mauvaise foi ou dans d'autres dysfonctionnements, que des égos ou autres, ou des guerres politiques, etc. En fait, le process met à jour de façon publique les manques de clarté, les ambiguïtés, voire les endroits où il y a des tensions relationnelles qui, du coup, vont être traitées dans des instances à part, mais qui, au lieu de rester dissimulées ou cachées sous des tapis, sont vraiment mises sur la table. Ok, je voudrais compléter celui-ci parce que c'est vraiment une spécificité de la gouvernance cellulaire. En gouvernance cellulaire, on n'a pas besoin que les gens soient de bonne foi. Souvent, dans les nouveaux processus de gouvernance, on a besoin que les gens soient dans une certaine posture, super alignés, capables de se remettre en question quand ils ont merdé. En pratique, tous les humains ne sont pas comme ça, moi le premier, et pas toujours. Là, on a un système où on contractualise en permanence, et en fait, si une personne est de mauvaise foi, on va essayer de passer à côté. Alors là, vous me dites avec un client, donc évidemment, gouvernance cellulaire, ce n'est pas non plus une baguette magique de Harry Potter, et à un moment donné, vous serez aux limites de ce que la relation permet. Ok, merci. Comment la méthode fonctionne-t-elle en télétravail? Ah bah c'est idéal. En télétravail, c'est super facile parce qu'en télétravail, on ne peut parler qu'un à la fois, et ça facilite les processus en fait. Donc le télétravail est vraiment idéal pour ça. J'en profite, vu que l'heure avance, pour préciser quelque chose à propos des processus, donc les 4 routines qu'on a présentées par exemple, et quelques autres. C'est qu'en gouvernance cellulaire, nous, on n'a pas de philosophie dogmatique, c'est-à-dire qu'on propose des processus qui nous paraissent les meilleurs qui existent sur le marché aujourd'hui, mais par contre, l'équipe peut les changer. Par exemple, la réunion de triage que je vous ai présentée tout à l'heure, si l'équipe a envie de la modifier et d'en faire autre chose, ce n'est pas un problème. Elle va le modifier, elle l'écrit. Ce qui est important, par contre, c'est que cette liquidité-là, ça ne soit pas la liquidité des salariés. C'est-à-dire que l'entreprise et l'équipe peuvent modifier les processus, mais ils sont écrits, et chaque salarié, chaque membre de l'équipe sait comment est-ce que sa tension va être traitée, et donc il maîtrise, il contrôle les choses. Là, probablement, une réaction ne passe pas trop de temps à contractualiser plutôt qu'à produire. Donc ça, c'est plutôt une réaction, je pense. Ça s'expérimente en fait. Moi, ce que j'observe en pratique, c'est qu'à un moment donné, des équipes, elles ont besoin de gâcher du temps à faire quelque chose pour être bien agacées, bien frustrées d'avoir gâché du temps, de ne pas avoir avancé et de ne pas avoir eu le temps pour parler d'autres sujets qui étaient importants. La réunion d'après, ça marche tout seul. Donc, dans le processus d'apprentissage, souvent, ça passe par ça, effectivement. Après, ce serait probablement la dernière question. C'est pouvez-vous préciser les tarifs support, proto, journée découverte pour aller plus loin, je pense. Je pense que c'est la question, en fait. Olivier, je te laisse y aller. Alors, je vais répondre pour la journée de découverte. Quand on intervient en présentiel, c'est un investissement de 847 € par personne. Là, ce qui nous semble plus adapté, mais on peut aussi faire du présentiel s'il y a des demandes, bien sûr. Ce qu'on a imaginé là comme dispositif, c'est du distanciel, et du coup, on est à 647 € toujours par personne. Sur la base d'une modalité où on a défini 2 dates différentes, pas les mêmes jours, pas les mêmes heures, etc. Du coup, qui permettent de suivre le module 1 au moment qui nous convient dans l'agenda. Et puis que si jamais, pour une raison quelconque, on ne pouvait pas assister, on a une deuxième chance avec la deuxième session du module 1. Et puis dans le pire des cas, si vraiment j'ai encore un impératif, il y a de toute façon le replay, et puis je peux raccrocher les wagons et venir au module suivant. Donc ça, c'est la version, comment dire, à date fixe. Et puis on pense aussi à tous les chefs de projet qui sont sur des beaucoup plus petits projets, qui ont des petits budgets. Et là, on propose une autre modalité. Je ne sais plus répondre exactement sur le prix, mais je pense que c'est quelque chose comme 447 €. Une autre modalité qui est, on ne vous garantit pas une date, mais on prend les inscriptions et dès qu'il y a 10 personnes qui sont inscrites, à ce moment-là, on trouve une date ensemble et on démarre la formation. Et pour ce qui est du prototype, en fait, on vous l'offre. Hein. Donc, vous nous envoyez un mail, on vous l'envoie. Le prototype, il est créé comme la Constitution en Creative Commons by Share Alike. Donc, c'est une licence ouverte. Et donc là, on vous enverra le proto qui sera validé fin août. Ouais, il faut simplement en faire la demande du coup sur présentation. Enfin, on a l'URL là à l'écran. Donc, Adresse mail. et pour les journées découvertes,
On a l'URL qui est en bas aussi. L'adresse mail. L'adresse mail, oui. Ok. Pardon, oui, effectivement, les adresses mail. Donc, merci Jean-Luc, merci Olivier pour ce webinaire qui fut très très intéressant et instructif. Un grand merci à tous nos participants. Et maintenant, quelques informations d'ordre logistique. Jean-Luc, est-ce que tu peux aller sur la dernière slide? Avec le code PDU et une enquête de satisfaction sera proposée à la fermeture de ce webinaire. Nous vous enverrons un email avec le lien vers le replay. Toutes les questions que vous avez posées à Olivier et Jean-Luc, répondues ou non au cours de ce webinaire, seront transmises dans l'article que vous trouverez très prochainement sur notre site pmifrance.org, conférence passée de la branche Nord de France. Merci d'avoir participé à la présentation Performance projet et épanouissement humain en environnement perturbé. Nous espérons que vous avez apprécié notre webinaire. Bonne soirée à tous. Un grand merci à vous tous équipes d'organisation et à PMI pour avoir organisé ce moment. Merci. Merci.